À la une, Boy Djiné, arrêté à Tambacounda hier après son évasion, il est revenu à la prison du camp pénal. Son transfèrement s'est fait avec succès. Sur place, les mesures de sécurité ont été renforcées. L'enquête ouverte par la gendarmerie suite à son évasion se poursuit. Vendredi noir au lycée des Parcelles Assainies, unité 14, les élèves et professeurs ont décrété une journée noire pour exiger la reprise des travaux de leur établissement à l'arrêt depuis 5 ans. Vaccins anti-Covid, plus de 184 000 doses d'AstraZeneca sont arrivées au Sénégal, un don de la France qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative COVAX. La réception a eu lieu ce matin et Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé, en a profité pour demander aux Sénégalais d'aller se faire vacciner. Au chapitre religion, Touba, qui célèbre ce vendredi le Magal de Serigne Abdou Lahad Mbacké, troisième khalife général des Mourides. Une référence en homme de Dieu, c'est lui d'ailleurs, Serigne Abdou Lahad Mbacké, qui a instauré le code de conduite de la cité religieuse de Touba avec une liste d'interdits. L'actualité internationale, ce sera avec Anna Rocha, le sport Cheikh Tidiane Diagne. Point de vue, débat sur le Mali. La France, vous le savez, a décidé de suspendre ses opérations militaires conjointes avec les forces maliennes. Quelles conséquences cette décision pourrait-elle avoir dans la lutte contre les groupes djihadistes et pour le Mali et pour le Sahel de façon générale? L'armée malienne, à elle seule, peut-elle faire face à l'ennemi? On en parle en fin de journal. Aliou Ba est à la technique de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. D'abord, un mariage qui vire au drame à Kassas, dans la commune de Kayi, département de Kaffrine. Au moment où la cérémonie battait son plein, 2 jeunes se sont bagarrés et ils détenaient chacun un coupe-coupe. Un des protagonistes sérieusement blessé a été vite évacué à l'hôpital de Kaffrine où il était admis donc aux urgences. Malheureusement, il a rendu l'âme vers 6 h du matin ce vendredi. Les faits ont eu lieu la nuit dernière. Son bourreau a été arrêté et placé en garde à vue à la gendarmerie, signale notre correspondant Omar Ndiaye. Et puis Kaolack marche ce matin. Des travailleurs et techniciens de l'agriculture, manifestation autorisée par le préfet. Ces agents donc depuis plus d'1 an observent des mouvements de grève pour exiger une amélioration de leurs conditions de travail, des indemnités de risques et de logement. Nous y reviendrons avec Ibrahima Diamé. Boy Djiné, arrêté à Tambacounda hier après donc son évasion, il est revenu à la prison plutôt du camp pénal. Son transfèrement s'est fait avec succès. Sur place, les mesures de sécurité ont été renforcées et l'enquête ouverte par la gendarmerie se poursuit, nous dit Mohamed Ali Mouba. Boy Djiné remise en cage dès hier. C'est tard dans la nuit que le célèbre fugitif du Sénégal a été ramené au camp pénal d'où il s'était évadé il y a quelques jours. Aussitôt arrêté à Missira, dans le Tambacounda, aussitôt l'équipe de transfèrement composée de la section de recherche de la gendarmerie et du GIGN ont fait mouvement pour aller le chercher. Remise en prison, Boy Djiné va faire l'objet d'une nouvelle procédure pour évasion. Le procureur de la République devrait confier incessamment son dossier à un juge d'instruction qui va le placer sous mandat de dépôt pour la 13e fois. Quelques chefs d'inculpation sur sa tête. Évasion avec effraction, association de malfaiteurs au moins. La police, la sûreté urbaine qui s'occupait jusque-là de l'évasion de Boy Djiné va être dessaisie au profit de la gendarmerie qui a procédé à son arrestation. Quant aux présumés complices de Boy Djiné, 2 au total, ils sont présentement en garde à vue à la section de recherche. Auditionnés, tous sont poursuivis pour association de malfaiteurs, complicité d'évasion s'ils ont aidé ou assisté l'évadé. Et ils risquent gros. Au niveau de l'administration pénitentiaire, la sécurité est en train d'être renforcée au camp pénal, remise en cause totale du dispositif de surveillance de Boy Djiné, l'as de l'évasion. Mohamed Ali Mouba, il est midi 4 minutes. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici. Réception de 184 800 doses de vaccins AstraZeneca, un don de la France dans le cadre de l'initiative COVAX. Un geste de haute portée selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a profité de l'occasion pour lancer un énième appel aux Sénégalais donc aux Sénégalais d'aller se faire vacciner, surtout avec le variant indien signalé dans la sous-région. Salimata Aoun. Le Sénégal, un des premiers pays à recevoir un 2e lot de vaccins dans le cadre de
de l'initiative COVAX. 3 mois après la réception du premier lot, la France a offert 184 800 doses d'AstraZeneca pour la continuité de la vaccination. Sylvia Danialov, représentante de l'UNICEF. Le Sénégal est un des premiers pays à recevoir cette deuxième lot de vaccins contre la Covid dans le cadre de cette facilité qui permet à tous les pays, à toutes les populations d'avoir accès aux vaccins. Et vraiment, nous nous félicitons de cette initiative. Aujourd'hui, UNICEF a aidé à approvisionner ces vaccins, les amener au Sénégal, mais c'est vraiment le leadership du gouvernement, de tous ses partenaires, y compris tous les partenaires qui contribuent à la facilité COVAX. Ce don ne fait que démontrer les liens étroits entre le Sénégal et la France. Philippe Lelouch, ambassadeur de la France au Sénégal. C'est une nouvelle illustration de l'étroitesse des liens qui unissent la France et le Sénégal. En fait, pour être très franc avec vous, je n'imaginais pas qu'un autre pays puisse être le premier à contribuer à travers COVAX à pourvoir en vaccin à accompagner le Sénégal dans la lutte contre cette pandémie. Une occasion pour le ministre de la Santé et de l'Action sociale de lancer un appel à l'endroit des Sénégalais. Abdoulaye Diouf Sarr. Je lance un appel à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais pour leur demander de venir effectivement se vacciner. C'est fondamental, c'est important. On nous signale la présence du variant indien dans la sous-région, ce qui nous pousse encore effectivement à être conscient que le salut en termes de protection se trouve dans la vaccination. J'aimerais donc Selon les autorités sanitaires, seule la vaccination peut maintenir cette tendance baissière et bouter la pandémie hors du continent africain. Salimata, le Sénégal donc qui a réceptionné ce matin plus de 184 000 doses de vaccins AstraZeneca, vaccin anti-Covid. La situation de la pandémie justement ces dernières 24 heures, aucun décès n'a été enregistré hier. Par contre, 42 nouvelles contaminations ont été enregistrées sur les 1211 tests réalisés, 10 cas contacts et 32 cas communautaires. 3 cas graves sont en réanimation, 36 patients ont été déclarés guéris. Surtaxe sur les bouillons alimentaires à hauteur de 25% par l'État du Sénégal. L'ASCOSEN se réjouit de la mesure. Selon son président, cela va permettre de mieux protéger les consommateurs sénégalais contre l'abus de sel dans les aliments. Momar Ndao au téléphone avec Awambay. Au niveau de l'ASCOSEN, nous saluons donc la décision prise par les autorités, notamment le chef de l'État, qui a initié une surtaxation donc des bouillons, parce qu'il faut décourager l'utilisation donc du sel, etc. Parce que vous savez que dans chaque bouillon, il y a de 4 grammes, il y a 2 grammes de sel, vous vous imaginez. Les consommations de sel sont tellement importantes au Sénégal, alors qu'il ne faut pas dépasser 5 grammes de sel, donc selon l'Organisation mondiale de la santé, par personne et par jour. Or, nous savons que le sel fait partie des ingrédients qui exacerbent les maladies cardiovasculaires, etc. Quand j'étais président de la Commission de la santé et des affaires sociales du Conseil économique et social, une étude avait montré qu'au niveau donc du Parlement, c'est-à-dire du Sénat et de l'Assemblée nationale et du Conseil économique et social, le taux donc de prévalence des maladies cardiovasculaires était de plus de 44%. Donc vous vous imaginez, si aujourd'hui on ne fait rien, les conséquences que cela va entraîner sur la population. Je pense même que la taxation aurait pu être plus élevé pour décourager davantage donc l'utilisation donc des produits tels que le sel, et aussi sans compter la présence de glutamate qui est un ingrédient qui fait partie des ingrédients les plus incriminés au niveau mondial. Alors nous pensons qu'il faut aussi continuer la sensibilisation donc des ménagères. C'était donc Momar Ndao, le président de l'ASCOSEN. Il est midi passé de 9 minutes. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM midi. Le groupe Leral qui rend hommage à ses 3 employés décédés lundi dernier dans un accident sur la route de Kédougou. Récital du Coran ce matin dans les locaux du groupe de presse pour le repos de l'âme des disparus. Vendredi noir, au lycée des Parcelles Assainies, unité 14, les élèves et les professeurs ont décrété une journée noire pour exiger la reprise des travaux de leur établissement à l'arrêt depuis 5 ans. Le mot d'ordre a été bien respecté, nous dit Omar Bou. Une journée noire décrétée et bien suivie au lycée des Parcelles Assainies de l'unité 14 par l'ombre d'un élève dans la cour de l'école ce matin. Un établissement qui ressemble d'ailleurs à un complexe abandonné. Des salles de classe trouvées, certaines n'ont même pas de porte. À côté, le bruit des coups de pelle résonne. Quelques maçons s'activent pour achever les travaux entamés depuis 5 ans.
coulage le Sénat. Il a coulé ou non, il a coulé. Les 2 à 3 élèves de terminale venus réviser leurs cours ne sont pas emballés. Abdoukhad Gueye, ici les enclaves terminales L'. Nous disons que s'ils reprennent effectivement les travaux, nous allons entrer en salle. Pourtant, les maçons s'activent à... Oui, les maçons sont là, mais ils nous avaient dit qu'on aurait dû avoir 3 équipes là. Mais il y a 2 équipes et chaque équipe on compte que 3 ou 4 maçons. Avec ces travaux, ils disent que les travaux doivent achever en septembre, mais avec ce rythme, je ne pense pas que ça pourrait aller. Du côté de l'administration, le proviseur du lycée rassure. Moi, j'allais juste là. Dis-moi le problème là. Ce n'est pas un problème contre nous, ce n'est pas un problème contre l'autorité de DIA. C'est un problème entre un entrepreneur et l'État du Sénégal. C'est ça. Si les gens sont allés en grève, c'est pour demander à l'État de faire en sorte que les travaux du chantier reprennent. C'est le cas. Et vous êtes optimiste que ça sera bien? Très optimiste. J'étais en train de diviser un peu avec les conducteurs des travaux et monsieur l'architecte de la DCS. Donc tout est rentré presque dans l'ordre. Au lycée des Parcelles Assainies, unité 14, c'est le ping-pong entre élèves et l'administration pour un meilleur cadre d'études. On n'attend que lundi pour que les gens reprennent. RFM Parcelles Assainies, Omar Mbow. Omar Mbow à l'université du Sine Saloum qui se dote de nouvelles infrastructures. Désormais, le campus de Fatick a un restaurant et celui de Kaffrine une radio. Le directeur du COUD qui a entamé une tournée dans les 3 UFR va procéder à leur inauguration. Maguette Sène a démarré par Fatick où il a assisté au lancement des activités culturelles de l'université El Hadji Ibrahima Niass. Il s'est confié à Aminata Goudiaby. Nous avons procédé à l'inauguration d'un nouveau restaurant pour le campus de Fatick. C'est un restaurant de 80 places qui vient s'ajouter au restaurant Nafio qui faisait déjà 270 places, ce qui fera 350 places, dont les capacités de service peuvent aller jusqu'à 1200 plats. Si on sait que le nombre d'étudiants à Fatick c'est 1000, donc ça veut dire tout simplement que nous avons maintenant les infrastructures qui nous permettent de faire face aux besoins en restauration du campus de Fatick. L'étape de Kaffrine va être aussi déterminante dans la mesure où nous allons inaugurer la radio USEN FM, la voix de l'étudiant, qui est un projet extrêmement important dans le dispositif même pédagogique, dans la mesure où l'IFR de Kaffrine a en tout cas un module qui enseigne dans la communication communautaire. Donc les étudiants véritablement ont besoin de cet outil-là qui est l'USEN FM pour pouvoir faire le stage, pour pouvoir faire de la pratique. Mais et surtout, nous sommes venus avec une ambulance destinée à l'USEN de manière générale, une ambulance médicalisée. Maguette Sène, le directeur du COUD, direction Loro. Loro, c'est une commune située dans le département de Kébémer. Là-bas, les habitants rappellent au chef de l'État sa promesse de construire la route Loro-Mbati-Mbassine. Au-delà de cette route, les populations veulent également une ambulance pour le poste de santé de Keur Amadou Yala et l'électrification des villages environnants. Abraham Polpouy. Une promesse électorale du président de la République jusqu'à présent pas réalisée, le bitumage de la route Loro-Baïtimbassine, une route qui va jusqu'à Darou Mourti. Le maire de la commune de Loro, Khadim Diop, rappelle au chef de l'État ses engagements. C'est un tronçon qui ne fait que 4 km. Je crois qu'on est vraiment, on voudrait quand même, c'est une demande quand même pressante à l'endroit du président de la République pour que ce tronçon soit réalisé. Je crois par la route dans les meilleurs délais. Au-delà de cette promesse, les populations de Loro, par la voix de leur maire, demandent une ambulance médicalisée et l'électrification de certaines contrées. Pour le poste de santé de Keur Amadou Yala, bien sûr, il y a des villages qui restent à électrifier. Dioromama, Tioti, Mbarsek, Mbayen Untu, Ndienbar, Mbamba, Baïtimbassine, Gambagel et autres. Une occasion saisie par le maire de Loro et par ailleurs responsable politique de l'APR dans le département de Kébémer de se féliciter de la tournée économique du président de la République décriée par certains. Ils perdent leur temps. L'avion sera livré quand même sous peu de temps. Et puis l'avion, c'est pas un avion personnel du président Macky Sall. Dans un certain moment, Sénégal oriental, on parlait du Sénégal oublié. Il n'y avait pratiquement aucune infrastructure. Si de Senghor à Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, s'il avait fait comme Macky Sall, je crois qu'on ne serait pas aujourd'hui là. Pour terminer, le maire de Loro, Khadim Diop, appelle les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar à l'unité pour les élections locales. Abraham Polpouy, Loro, Radio Futur Média. Formation, création d'emplois, les tailleurs de Thiès montrent l'exemple à suivre. Ils sont en avance, ils recrutent des jeunes garçons et filles qui subissent une formation avant d'être insérés dans de petites et moyennes entreprises. Et pourtant,
le centre de formation qui accueille ces jeunes fait face à de nombreux problèmes d'équipement. Cheikh Anta Diop. La situation épidémiologique a impacté négativement le travail de ces tailleurs de la commune de Thiès-Nord. Pour Maktar Diène, le secrétaire général de l'amicale des tailleurs de Thiès-Nord, ces artisans vivent des moments difficiles. Pour cette raison, ils réclament leur part des fonds du Covid-19. Tay association bo xamné mën nañ 300 personnes, 7 personnes ñom ñoo jot ci 150 000 doon joxé. Notre association compte plus de 300 membres et seuls 7 ont chacun reçu 150 000 francs. Les artisans de Thiès sont laissés en rade. Catastrophe là. Pourtant, ces tailleurs de Thiès se disent être en phase avec le chef de l'État dans sa politique de création d'emplois pour les jeunes. Toutefois, ils évoquent un sérieux problème d'équipement. Abdoulaye Falmboro, le président régional du mouvement des tailleurs du Sénégal. Nous sommes la solution de l'entrepreneuriat. C'est de former les jeunes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Former des centaines de jeunes par semaine, satisfaire les besoins des tailleurs. Après la formation, il faut équiper ce genre de centre-là. Vous êtes entré, il n'y a que 7 machines et qu'il y a 60 élèves. Dans la commune de Thiès, ça ne mérite pas ça. D'ailleurs, ces braves tailleurs de la commune de Thiès-Nord ont initié une série de formations à l'intention de plusieurs dizaines de jeunes dans la confection de costumes Made in Afrique, très en vogue. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, l'avenir s'assombrit pour les cordonniers de Touba. Ils se disent victimes de la concurrence étrangère. Ces cordonniers ont d'ailleurs mis en place une association pour prendre leur destin en main. Et déjà, ils interpellent les autorités. Marema Diop. Du génie au bout des doigts, ces cordonniers locaux mélangent savoir-faire et créativité pour des chaussures sur mesure. Pourtant, l'accès à la matière première est aujourd'hui un véritable casse-tête pour ces artisans qui disent en avoir assez. Tu payes quelque chose aujourd'hui à 6 000 francs, le lendemain matin, tu viens, on te dit 7 500. Cette augmentation est violente. Nous demandons que les matières premières soient accessibles. Sidi Mortar Diouf fait partie de la cellule de communication de l'association qui les regroupe. Face à la concurrence étrangère, il demande à l'État de réguler le marché. On ne peut pas concurrencer avec des industries, des grands maniants européens ou bien chinois comme ça. Regarde, la majorité dans nos marchés ici, il y a des sociétés qui viennent de la Chine. Ils envahissent le marché africain. Donc si l'État ne fait pas quelque chose, nous tous, on va aller dans le chômage. Ces cordonniers impactés par la pandémie attendent toujours leur part d'indemnisation sur les fonds force Covid-19. On attend notre part. Point barre. Non, c'est vrai. On ne peut pas là pour dire mais on attend notre part. Sinon, en tout cas, nous, on ne marche pas, on ne saccage pas. Il y a un khalif général qu'il faut rester tranquille. Mais quand même, malgré tout ça aussi, on fait partie de cette jeunesse qui souffre, qui subit de l'injustice et puis de la mauvaise politique de l'État du Sénégal. Ces cordonniers de Touba menacent de se faire entendre sur d'autres termes pour dénoncer la précarité qui guette leur secteur. Marema Diop, Touba. RFM, Marema Diop, merci. Nous restons à Touba justement. Touba qui célèbre ce vendredi le Magal de Serigne Abdoulahat Mbacké, troisième khalife général des Mourides de 1968 à 1989. Un homme toujours apprécié par les fidèles. C'est lui d'ailleurs, Serigne Abdoulahat Mbacké, qui a instauré le code de conduite de la cité religieuse de Touba avec une liste d'interdits. À son actif aussi plusieurs réalisations qui ont participé à la modernisation de la cité religieuse de Touba. Il est midi 18 minutes. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Anna Rocha. Merci beaucoup Barthélémy. Au Mali, c'est officiel, le colonel Assimi Goïta sera investi lundi prochain. Annonce de la direction du protocole de la République du Mali dans un communiqué publié hier jeudi. La cérémonie est prévue à Bamako même à partir de 10h. Je rappelle que le colonel Goïta a pris les rênes du pays après la démission contrainte du premier président de la transition, Bandaou, et de son premier ministre Mokhtar Ouane, accusé de gestion clanique et de violation de la charte de la transition.
En Guinée-Bissau, la Fédération des chauffeurs et transporteurs de Guinée-Bissau a décidé de suspendre la grève qui avait été décrétée pour 5 jours. Les détails à Bissau de Noah Mankali. Selon le porte-parole de la Fédération des transporteurs de Guinée-Bissau, Karan Samba Lamine Gassama, le gouvernement a garanti le respect des accords, notamment la réduction du nombre de postes de contrôle de la police et la mise en place d'un guichet unique de paiement où les conducteurs contrevenants peuvent payer leurs amendes. Et il a promis également d'améliorer les routes qui sont en état de dégradation avancée. Karan Samba Lamine Gassama a expliqué qu'après des négociations avec le gouvernement, la Fédération des chauffeurs de la Guinée-Bissau a décidé de mettre fin à la grève dans le secteur des transports, à travers lequel le gouvernement a été contraint de se conformer au protocole d'accord signé en 2018. On rappelle que hier mercredi, la vie était totalement arrêtée dans tout le territoire national, car aucune voiture de transport en commun comme urbain n'avait circulé durant toute la journée du mercredi. Et la vie a repris ce jeudi à Bissau grâce à la levée du mot d'ordre de grève. Nouamen Kelly-Bissau, RFM. En République démocratique du Congo, Anna, les dernières attaques menées par les forces démocratiques alliées ont fait 57 morts. Tous des civils, parmi eux 7 enfants. Dans une déclaration ce vendredi, l'ONU se dit indignée de ces violences contre des villages et des camps de déplacés. Pour le moment, le gouvernement congolais n'a fait aucun commentaire sur cette tuerie du 31 mai dernier. Les détails avec Nafissa Toussila. Selon le porte-parole du Haut-Commissariat aux réfugiés, plusieurs autres personnes ont été blessées lors de l'attaque. 25 personnes enlevées, 70 abris et magasins brûlés. Cité par l'AFP, Babar Baloch a également expliqué lors d'un briefing à Genève que les habitants ont parfois été brûlés vifs. Il a nommément désigné les forces démocratiques alliées comme étant responsables de ce massacre. Selon le correspondant de l'AFP qui a pu se rendre sur les lieux en début de semaine, ce sont plutôt 53 personnes qui sont mortes, hommes, femmes et enfants massacrés, la plupart à la machette après avoir été ligotés. Mais si le HCR affirme que les responsables sont des ADF, les sources locales sont-elles prudentes sur l'identité des assaillants? Selon elles, il pourrait aussi s'agir d'un règlement de compte dans une région marquée par de fortes tensions ethniques. Voilà, Barthélémy, c'est tout pour cette page internationale. Merci beaucoup, Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, débat sur le Mali. La France, vous le savez, a décidé de suspendre ses opérations militaires conjointes avec les forces maliennes. Quelles conséquences cette décision pourrait-elle avoir dans la lutte contre les groupes djihadistes et pour le Mali et pour le Sahel de façon générale? L'armée malienne, elle seule, peut-elle faire face à l'ennemi? On en parle en fin de journal. Nous serons avec Alioune Tine, expert indépendant des Nations Unies sur les droits de l'homme au Mali, mais également avec Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute basé à Dakar, à Bamako et à Niamey. RFM Sport. Le sport, c'est avec Cheikh Yann Diagne dans ce studio. Bonjour Cheikh et bienvenue. Bonjour à vous Barthélémy et bonjour à tous. Oui, on démarre par le football. Bien là. Vous ne l'avez pas vu? Alors, c'est bien là. Les relances. Voilà. Merci à vous. Donc ce n'est pas moi. Voilà, Barthélémy. Sénégal-Zambie, c'est demain pour la rencontre amicale. Le public autorisé donc à accéder au stade Lat Dior de Thiès. Oui, c'est l'information à retenir des dernières minutes avec l'accès qui est donc permis aux supporters de l'équipe nationale du Sénégal qui sont restés pendant très longtemps sans pouvoir suivre, disons, leur équipe nationale du fait de la pandémie de Covid-19. Ce matin, donc, la Fédération sénégalaise de football a mis en place un réseau de vente de billets dans les différents sites pour permettre donc au public d'accéder au stade Lat Dior de Thiès de théâtre des opérations entre le Sénégal et la Zambie en rencontre amicale internationale. C'est à partir de 19h. La tanière qui affiche le complet avec l'arrivée hier soir en fanfare du portier Edouard Mendy après son sacre en Ligue des Champions avec Chelsea. Voici sa réaction. J'ai ressenti une grande joie. J'étais
très fier de l'accueil qu'ils m'ont accordé avec tout le staff de l'hôtel et les gens qui travaillent ici. Donc je remercie vraiment tout le monde, ça m'a vraiment touché. J'ai beaucoup imaginé mon retour au pays après la victoire et je ne m'attendais pas à ça du tout, même à l'aéroport. Les Sénégalais, c'est les meilleurs et aujourd'hui je suis vraiment très fier de revenir avec ce trophée-là. Quand j'arrive ici, c'est comme si j'étais jamais parti, donc ça me fait plaisir de retrouver la tanière, surtout que le dernier rassemblement, malheureusement, je l'ai raté à cause de mon opération dentaire. Mais je suis toujours très content de rejoindre la tanière parce qu'on a des objectifs élevés, on prépare les compétitions à venir. On a un vrai projet avec notre coach, avec notre staff et on est sur le bon chemin. Donc il faut continuer à nous soutenir, il faut continuer à être autour de notre équipe et si Dieu le veut, au mois de janvier, on ramènera ce trophée enfin. Oui, donc Edouard Mendy à l'instant, donc le portier de l'équipe nationale du Sénégal. Pas de pensionnaire à l'infirmerie. L'équipe se porte bien selon le médecin de l'équipe, le docteur Abdourahmane Fedior, que nous allons écouter à l'instant. Ce regroupement qui a débuté le samedi, donc nous pouvons noter qu'on touche du bois aussi, comme quoi tous les joueurs sont pratiquement sur place et sont en état de forme. On n'a pas de blessés. Il n'y avait que de petits bobos qu'on avait notés par-ci par-là avant qu'il ne puisse les récupérer en totalité. Ismaël Sarr est sorti avant la fin de la séance parce qu'il sentait une petite douleur au niveau de son genou gauche. Et c'était durant la séance d'hier, qui était une séance assez soutenue, Pape Matar Sarr a eu un empiètement. On lui a marché sur le pied, de telle sorte qu'il a préféré sortir pour l'examiner et pour voir l'état de son pied. On a jugé comme quoi après 5 jours d'entraînement assez soutenu, c'était préférable qu'on laisse les joueurs se reposer et on a profité de cette journée pour que ça soit une séance de repos déjà et de récupération et de régénération. Cet après-midi, les Lions vont être sur la pelouse du stade Lat Dior de Thiès pour une dernière séance d'entraînement. Juste après, les Zambiens vont fouler la pelouse. Les deux sélectionneurs vont faire face à la presse pour une conférence de presse d'avant-match Sénégal-Zambie. C'est demain à partir de 19h. L'information principale, c'est que le public pourrait faire le déplacement au stade Lat Dior de Thiès. Du handball, les Lions ont reçu ce matin le drapeau national. Du moins, ça se déroule à l'instant au ministère des Sports, puisque l'équipe féminine de basket, de handball plutôt, va participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue à Yaoundé au Cameroun. Cette compétition est prévue du 10 au 20 juin 2021 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Nous aurons certainement le temps de revenir là-dessus. Et puis nous parlons de l'Assemblée Générale d'Information Extraordinaire de la Fédération Sénégalaise de Basketball. C'est prévu demain au Stadium Marius Ndiaye. Une réforme des textes est d'ailleurs agitée. Les délégations plutôt régionales commencent à rallier Dakar selon le président de la Fédération Sénégalaise de Basketball, Maître Babacar Ndiaye, que nous avons joint tout à l'heure. Les préparatifs se passent bien. Les délégations commencent à arriver à Dakar. J'ai moi-même rencontré l'ensemble des clubs de première division qui sont au nombre de 12 pour une réunion de préparation. Et à l'issue de cette réunion, nous avons adopté une position commune. Donc il n'y aura même pas de discussion en ce qui concerne les textes. L'Assemblée se tiendra dans la salle de basket du Stadium Marius Ndiaye à partir de 10h. Voilà, toutes les conditions sont réunies pour une bonne tenue de l'Assemblée générale. Je dois vous dire que sur les 22 clubs de première division, les 22 ont confirmé leur participation. D'abord en mandatant quelqu'un et ensuite lors de la réunion de préparation de l'Assemblée générale que j'ai tenue avec eux. Pour les clubs de deuxième division, sur les 92 clubs, 85 ont confirmé leur participation. Et j'ai fait en fait des réunions téléphoniques avec l'ensemble des régions et aujourd'hui, ils commencent déjà à arriver et que, Inch'Allah, l'Assemblée, le mot d'ordre, c'est une Assemblée générale vite fait et bien fait. Voilà, à l'instant donc, la fin de cette page de sport, Barthélémy. Merci beaucoup, cher Tidiane Diaye. La presse de ce vendredi, lue commentée par Georges Déthié-Diop. La chute de l'as de l'évasion. Fin de cavale pour Boy Guinée, s'exclame le soleil. Boy Guinée tombe à Missira, explique les Échos. Selon le journal, le fugitif a été appréhendé en même temps que ses 3 complices présumés par les gendarmes de la brigade mixte de Tambacounda et l'adjoint au commandant de la zone. Sa cavale n'aura duré donc que 4 jours, comme le souligne le Témoin. Le journal qui explique comment Boy Guinée a été cravaté par la gendarmerie. Dans le même sillage, Tribune déroule le film de l'arrestation Guinée d'un Boy
envoyé spécial. L'Observateur aussi s'y met. L'arrestation de Boy Guinée de A à Z. Le départ de Keur Mbaye Fall pour la Côte d'Ivoire via le Mali. Les identités des présumés complices, les 4 téléphones et les 2 millions de francs CFA. Source A ajoute que Boy Guinée a été arrêté avec des pieds de biche, des arrache-clous, 4 valises remplies d'habits et un peu moins de 800 000 francs CFA. Les Échos informent que Baye Modou Fall et ses 3 complices ont été transférés hier sous bonne escorte de la gendarmerie à Dakar. Hier, à Dakar, se tenait le procès Madiambal Diagne Souleymane Teliko. Le journal Le Quotidien rend compte de l'audience, une audience mouvementée si l'on se fie au journal. Le Quotidien rapporte que devant la barre, le patron du groupe Avenir Communication a maintenu ses déclarations et indiqué les raisons pour lesquelles il a ciblé le juge Souleymane Teliko. Le président de l'UMS, quant à lui, a nié les faits, même s'il reconnaît qu'il y a remboursement et opposition. Selon Le Quotidien, il a réclamé la somme de 500 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts. La décision sera rendue le 17 juin prochain. Retour sur l'incident qui a eu lieu mardi lors d'une audience au tribunal de grande instance de Diourbel. Incident entre l'avocat Abdoulaye Babou et le magistrat Mamadou Diao. L'UMS entre dans la danse. Enquête rapporte que dans un communiqué, l'Union des magistrats sénégalais a condamné l'attitude de l'avocat qui a accusé le magistrat Diao d'atteinte au mouridisme. Selon l'UMS, les actes inqualifiables de maître Abdoulaye Babou qui, au-delà de l'offense particulièrement injuste faite au magistrat en question, constituent un affront fait à l'institution judiciaire dans son ensemble. L'UMS qui invite les autorités à engager les poursuites qui s'imposent et se réserve le droit d'user de tous les moyens légaux pour que pareil acte ne se reproduise. Réaction de maître Babou dans Enquête: j'ai dit et réaffirme que je ne permets à personne de piétiner ma foi. Nous avons bien cité. Quant au magistrat Diao, il attend l'aval de la hiérarchie pour porter plainte. Enquête informe par ailleurs que des proches du khalife général des Mourides lui ont rendu à visite. La politique à la une de l'Observateur. Niasse, la voie de sortie. Le Congrès, le mandat et l'équation de succession. Moustapha Niasse, secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès depuis 1999, estime en effet qu'il est temps de rajeunir la direction du parti et ouvre la voie à sa succession. Mais l'Observateur souligne qu'à 82 ans, il s'accroche pourtant toujours à son poste de président de l'Assemblée nationale. L'évaluation du processus électoral. Source A nous apprend que les experts internationaux vont présenter le 17 juin prochain un rapport provisoire qui sera discuté et amendé. C'est à la fin du mois de juin que le rapport final sera disponible. Mais avant cela, ils ont présenté hier un bilan d'étape après avoir rencontré plusieurs personnes ressources. Ces révélations de l'ONG Diamra dans le quotidien LAS. Les francs-maçons sénégalais tiennent leur assemblée générale demain samedi. Mais avant cela, informe LAS, ils vont introniser le nouveau grand maître de la Grande Loge du Sénégal. Les sports, pour terminer, le Sénégal joue demain contre la Zambie en match amical. Selon Stade, Sadio Mané, Boulaye Dia et Ismaïla Sarr pourraient animer l'attaque des Lions. En sélection et en club, le trio totalise 48 buts et 14 passes décisives. Edouard Mendy sera-t-il aligné demain? Record informe en tous les cas que le champion d'Europe est arrivé hier et a été fêté par les Lions. Record qui s'arrête plus sur les gardiens de but et le ballon d'or africain. Le journal relève qu'Edouard Mendy est sur les pas de Thomas Nkono et Badou Zaki. Hormis Kono et Zaki, aucun gardien de but n'a jamais remporté le ballon d'or africain. Mais cette année, Edouard Mendy semble bien parti pour défier les joueurs de champ traditionnellement privilégiés par les votes. À vos kiosques et bonne lecture.